Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est La chute des Ottomans, la Grande Guerre au Moyen-Orient, 1914 à 1920, de l'historien britannique Eugène Rogan. Il raconte l'histoire d'un empire détruit par une guerre. L'Empire ottoman, également connu sous le nom de Turquie ottomane. La guerre est la Première Guerre mondiale. En 1914, l'Empire ottoman prend l'initiative de rejoindre la Première Guerre mondiale, afin de sauver son destin national en déclin. En conséquence, au lieu de parvenir à une renaissance, le pays est devenu un pays vaincu et s'est effondré. La Turquie, pays touristique que nous connaissons aujourd'hui, a été rétablie en 1923 après l'effondrement de l'Empire ottoman. Si vous êtes un passionné d'histoire mondiale, vous devez connaître le nom du pays, Turquie ottomane. Du milieu du XIVe siècle au début du XXe siècle, cet empire régnait autrefois sur 5,2 millions de kilomètres carrés de territoire sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et était connu sous le nom de « Royaume éternel ». Mais vous vous posez peut-être encore quelques questions, que signifie le mot « ottoman » ? Les Ottomans et la Turquie sont-ils la même chose ? Laisse-moi te dire. Le mot « ottoman » vient de l'arabe et signifie « le plus puissant ». Au XIVe siècle après J.C., un chef turc fonda un petit pays indépendant sur la côte sud de la mer Noire. Ce chef s'appelait Osman et le pays qu'il créait s'appelait l'État ottoman, qui se transforma ensuite progressivement en empire. Le mot « Turquie » est apparu beaucoup plus tôt et signifie « la terre des Turcs ». À noter que bien que les deux concepts, ottoman et Turquie, soient souvent utilisés ensemble, leurs connotations sont en réalité différentes. La Turquie, au sens géographique, fait référence à la première colonie turque sur la côte sud de la mer Noire. Sa superficie ne représente qu'un septième du territoire de l'Empire ottoman. Bien que les Turcs vivant en Turquie constituaient le groupe ethnique dirigeant de l'Empire ottoman, ils ne représentaient que 40% de la population totale. Les peuples autochtones de pays comme l'Égypte, la péninsule arabique et la Grèce avaient été conquis par les Turcs et se reconnaissaient comme sujets de l'Empire. Mais ils ne s'appelleraient que « ottomans » et non « turcs ». Lorsque l'Empire commença à décliner, ces peuples conquis recherchèrent l'indépendance et fondèrent leur propre pays. La Première Guerre mondiale a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour l'Empire ottoman. Pourquoi un empire en proie à des troubles politiques et dont la force économique et militaire se détériore prendrait-il l'initiative de s'engager dans une guerre à l'avenir incertain ? Ce livre répond à cette question. Son auteur, le professeur Eugène Rogan, directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, a été qualifié de « l'autorité numéro 1 dans les pays anglophones sur l'histoire de la fin de l'Empire ottoman, par les temps ». Afin d'écrire ce livre, le professeur Rogan a passé 4 ans à partir de 2011, à examiner un grand nombre de dossiers de guerre provenant du Royaume-Uni, de la France, de la Turquie et d'autres pays. Son style d'écriture qui recrée des scènes historiques est également vif, fluide et fascinant. Par conséquent, après la publication de la version anglaise de ce livre en 2015, il a été immédiatement sélectionné pour la liste des 10 meilleurs vendeurs du Sunday Times et a été traduit en 17 langues étrangères. Un jour, j'ai demandé face à face au professeur Rogan, pourquoi devons-nous déployer autant d'efforts pour écrire un livre sur la Turquie pendant la Première Guerre mondiale au XXIe siècle ? Rogan m'a raconté que son grand-oncle avait participé à l'attaque britannique contre la Turquie en 1915 et qu'il était mort sur la plage du débarquement. Lorsqu'il s'est rendu en Turquie pour lui rendre hommage, il a découvert de manière inattendue qu'un total de 3800 soldats britanniques étaient morts sur cette plage, tandis que 14 000 personnes étaient mortes dans l'armée ottomane d'en face. De telles conditions de combat tragiques n'ont pas du tout été mentionnées dans les ouvrages historiques de la Première Guerre mondiale, qui n'ont enregistré que les guerres européennes du passé. Cela mérite d'être écrit. De plus, dans le Moyen-Orient actuel, 16 pays ont obtenu leur indépendance à la suite de l'effondrement de l'Empire ottoman. Leur processus de fondation, et même les conflits auxquels ils ont été confrontés après l'indépendance, étaient tous liés à la décision de l'Empire ottoman de rejoindre la Première Guerre mondiale. On peut dire que ce n'est qu'en comprenant cette période de l'histoire que l'on pourra comprendre l'origine des problèmes complexes du Moyen-Orient d'aujourd'hui. Ensuite, nous présenterons le contenu principal de ce livre en 3 parties. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux difficultés politiques et militaires auxquelles l'Empire ottoman était confronté avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans la deuxième partie, je vous emmènerai revenir sur la décision de l'Empire ottoman d'entrer en guerre et le rôle que cet empire a joué dans la Première Guerre mondiale. Enfin, permettez-moi d'analyser pour vous l'impact de l'effondrement de l'Empire ottoman sur la situation ultérieure au Moyen-Orient. Première partie. En 1853, le tsar russe Nicolas Ier déclara ouvertement lors d'une rencontre avec des responsables britanniques, la Turquie semble sur le point de se désintégrer. Ce pays est comme un homme malade, en phase terminale. Si nous le laissons s'effondrer entre nos mains, ce sera un désastre. Une grande tragédie. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour cette situation. Grâce à ces paroles du tsar, l'Empire ottoman fut désormais surnommé « l'homme malade de l'Europe », ce qui montre à quel point il était faible à cette époque. Comment l'ancien « royaume éternel » est-il devenu « l'homme malade de l'Europe »
Cette transformation commence au XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, l'Empire ottoman monopolisait les routes commerciales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe centrée sur la Méditerranée. Les énormes revenus du commerce extérieur lui permettent de soutenir une grande armée et de mener une expansion territoriale qui dure depuis des centaines d'années. Le développement de la Turquie, d'un pays de taille moyenne avec moins de 800 000 km² à une puissance militaire de renommée mondiale, repose sur ses solides ressources financières. Cependant, au début du XVIIIe siècle, des puissances émergentes telles que la Grande-Bretagne et l'Espagne avaient ouvert des routes maritimes vers les Amériques et l'Asie du Sud-Est, éliminant ainsi la nécessité de traverser la Méditerranée. Le monopole commercial de l'Empire ottoman fut brisé et les recettes fiscales commencèrent à chuter. Mais l'inertie expansionniste du pays n'a pas disparu. Elle était encore engagée dans de féroces guerres frontalières avec des puissances européennes telles que la Russie et l'Autriche, qui duraient jusqu'au XIXe siècle. En conséquence, les finances nationales ne parviennent plus à joindre les deux bouts. En plus d'être militariste, l'Empire ottoman possédait également une classe dirigeante dévergondée. La capitale de l'Empire était Constantinople, l'actuel Istanbul. Il y a un immense palais de style européen appelé palais de Dolmabahçe. Il a été construit au XIXe siècle par le souverain suprême de l'Empire ottoman, le sultan, également connu sous le nom d'empereur, pour son plaisir personnel. La construction du palais a pris 14 ans et a coûté jusqu'à 35 tonnes d'or, ce qui équivalait à un quart des recettes fiscales nationales de l'époque. Rien que la feuille d'or utilisée pour la décoration du plafond nécessitait 14 tonnes d'or pour être fondue. Pour construire le palais de Dolmabahçe, le gouvernement ottoman n'a pas hésité à emprunter d'énormes dettes, il a fallu 20 ans rien que pour rembourser les emprunts de la Grande-Bretagne et de la France. Dans le même temps, l'investissement budgétaire annuel de l'Empire dans les questions d'éducation ne représente que 0,2% des dépenses fiscales. Ce qui est encore plus terrible, c'est que l'Empire ottoman avait encore une faiblesse fondamentale, à savoir son problème ethnique. Comme mentionné précédemment, l'histoire de l'expansion de l'Empire ottoman était essentiellement le processus de conquête des peuples environnants par les Turcs. Cependant, les Turcs n'étaient pas disposés à s'installer dans des provinces frontalières éloignées. Afin de réduire les troubles, ils décidèrent de permettre aux habitants des zones conquises de mettre en œuvre leur autonomie et de conserver leur langue et leurs croyances religieuses d'origine. Cette approche était viable à l'apogée de l'Empire, mais à mesure que l'Empire ottoman déclinait, les groupes ethniques des zones frontalières ont commencé à se précipiter pour résister à la domination turque et exiger l'indépendance. Pour aggraver les choses, les puissances capitalistes européennes poignardent également la Chine dans le dos. Par exemple, depuis le XVIIIe siècle, la Russie tsariste se considère comme la gardienne de l'Église orthodoxe et encourage les minorités orthodoxes des Balkans à se séparer de l'Empire ottoman. La Grande-Bretagne a envoyé des troupes pour aider la Grèce à établir un pays indépendant et a également étendu ses tentacules en Égypte, l'état vassal de la Turquie en Afrique. Dans les années 1870, le territoire de l'Empire ottoman avait diminué de 40% par rapport à son apogée. Le pays ne dispose d'aucune industrie moderne et son armée, autrefois fière, a depuis longtemps diminué. Compte tenu du fait que l'Empire ottoman était au bord de la faillite financière, les 7 principaux pays qui lui prêtaient de l'argent, dont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont simplement créé en 1881 une agence appelée « Administration de la dette publique » pour être responsable pour la fiscalité de l'Empire. Tous les revenus de l'Empire ottoman doivent d'abord être utilisés pour rembourser les prêts et les intérêts des banques étrangères. L'émission d'obligations publiques par l'État doit également être approuvée par cette autorité. Le propre ministère des Finances de l'Empire ne pouvait que regarder et se montrer incapable d'intervenir. Pour parler franchement, la raison pour laquelle l'Empire ottoman n'avait pas péri à la fin du XIXe siècle n'était pas parce que sa force nationale existait toujours, mais parce que les pays qui lui prêtaient de l'argent avaient leurs propres contradictions. Ces créanciers craignaient qu'une désintégration soudaine de l'Empire ne profite à leurs concurrents et préférèrent donc le laisser survivre. Cette situation peut être considérée comme très similaire à celle du gouvernement Qing à la veille de la Révolution de 1911. Dans les cercles diplomatiques européens de cette époque, un concept particulier appelé « question orientale » a même émergé. Il fait référence à l'indépendance ordonnée des provinces frontalières de l'Empire ottoman pour éviter qu'elles ne deviennent vassales d'un pays séparé. Dans le même temps, un certain soutien doit être apporté à l'Empire en ruine lui-même, afin qu'il puisse continuer à réduire sa valeur commerciale. Bien sûr, il y avait des gens bien informés dans l'Empire ottoman. Ils s'inquiètent de la situation précaire et espèrent inverser la tendance. En 1876, un groupe de responsables réformistes lança un coup d'État dans le palais, renversa le vieux sultan et promulgua la première constitution de l'Empire ottoman. Ces responsables croyaient naïvement qu'en établissant une constitution ils pourraient prouver leur capacité à gérer le pays et ainsi empêcher une invasion par des forces étrangères. Mais à peine un an plus tard, en 1877, la Russie lançait une attaque à grande échelle contre l'Empire ottoman, connue dans l'histoire sous le nom de guerre russo-turque. L'armée turque s'est battue pendant 10 mois et a perdu 200 000 personnes. Elle n'a vraiment pas pu la soutenir. Sous la médiation de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, le Nouveau-Soudan a été contraint de signer une alliance urbaine avec la Russie, cédant 3 provinces du Caucase à la Russie et permettant aux 3 alliés de la Russie, la Roumanie,
la Serbie et le Monténégro, d'obtenir immédiatement leur indépendance. Cette guerre russo-turque peut être considérée comme la « guerre sino-japonaise » de l'Empire ottoman. Cela a non seulement révélé le déclin de la puissance militaire de la Turquie, mais a également suscité chez les patriotes civils une profonde déception à l'égard du dirigeant suprême. Le ressentiment a duré 30 ans. À l'été 1908, un groupe de jeunes officiers a lancé un soulèvement armé et a pris le contrôle de la capitale, Constantinople, en 3 semaines. Au cours de l'année et demie suivante, ces jeunes officiers ont rétabli la constitution de 1876, élu un nouveau congrès et réprimé une rébellion armée lancée par les conservateurs. Afin d'afficher leurs couleurs progressistes, les révolutionnaires se sont appelés « Jeunes Turcs ». Leurs dirigeants sont 3 officiers subalternes âgés de moins de 40 ans. Depuis lors et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les véritables dirigeants de l'Empire ottoman étaient ce groupe de jeunes Turcs. Si l'on considère les slogans et les politiques de la révolution de l'Empire ottoman de 1908, les jeunes Turcs n'ont pas changé le système soudanais et n'ont pas non plus exigé l'abolition des traités inégaux. Leur proposition principale est uniquement d'enrichir la force économique et militaire de l'Empire et d'éviter de nouveaux dommages à sa souveraineté. Sur la question nationale, les révolutionnaires proposent un compromis. Ils voulaient des droits égaux pour les Turcs, les Arabes et tous les autres groupes ethniques, afin que les tendances centrifuges dans les zones frontalières puissent être éliminées. Cependant, l'auteur Rogan a remarqué que toutes ces propositions ne pourraient être mises en œuvre que lorsque l'environnement extérieur serait suffisamment stable, et une telle opportunité n'existait pas à ce moment-là. En 1912, une nouvelle guerre éclate, cette fois dans les Balkans. Au début du XXe siècle, les Balkans étaient connus comme la « poudrière de l'Europe ». Cette déclaration est non seulement due à la répartition complexe des groupes ethniques locaux et aux conflits profonds les uns avec les autres, mais aussi au fait qu'ils bénéficient du soutien d'autres grands pays derrière eux. Une fois qu'une guerre éclate, elle déclenchera facilement une réaction en chaîne. La guerre des Balkans éclate en 1912 à l'instigation de la Russie. L'un des camps de la guerre était l'Empire ottoman, qui a été pris au dépourvu, et l'autre camp était la coalition de la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et du Monténégro. Les 4 pays qui formaient la coalition s'étaient tous soumis à l'Empire ottoman dans le passé, mais ils font maintenant marche arrière et participent au dépeçage de « l'homme malade de l'Europe ». La guerre a duré 8 mois et l'Empire ottoman a de nouveau subi une défaite désastreuse. Non seulement il a perdu 340 000 soldats, mais il a également perdu les quelques territoires restants dans le sud de l'Europe et a été presque expulsé d'Europe. Pour les jeunes Turcs qui venaient d'accéder au pouvoir, la défaite dans la guerre des Balkans représentait un énorme stimulant spirituel. Dans le passé, ce sont au moins les grandes puissances comme la Grande-Bretagne et la Russie qui ont vaincu l'Empire ottoman. Aujourd'hui, même la petite Serbie peut venir à votre porte et le chercher. Cela donne aux révolutionnaires le sentiment que si la force militaire ne peut pas être améliorée à court terme, tous les nouveaux plans échoueront tôt ou tard. Pour acheter des armes avancées et entraîner une armée d'élite, vous devez d'abord trouver des ressources financières. Le problème est que les recettes fiscales existantes de l'Empire ont été saisies par l'administration de la dette. La seule solution qui reste est de comprimer davantage les provinces agricoles frontalières et d'exiger qu'elles approvisionnent le gouvernement central. Mais en conséquence, les conflits ethniques ont recommencé à s'intensifier. Parce que parmi les jeunes Turcs, ceux qui détiennent le pouvoir du gouvernement et de l'armée sont essentiellement des Turcs. Avant de pouvoir tenir leur promesse d'égalité nationale, ils ont recommencé à demander de l'argent et des biens, ce qui a bien sûr suscité des doutes et de l'opposition. En conséquence, les représentants des minorités ethniques se sont progressivement aliénés du nouveau régime et le parti des jeunes Turcs est devenu la seule à parole unique de l'élite turque. Cela a joué un rôle clé dans la division ultérieure de l'Empire ottoman. La seconde partie. Ce qui précède est enregistré dans ce livre, La crise du destin national de l'Empire ottoman à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale. À ce stade, une autre question se pose. Nous connaissons tous un dicton, le déclencheur de la Première Guerre mondiale fut l'incident de Sarajevo en juillet 1914. Il a mobilisé les 2 blocs militaires, les puissances centrales et les puissances de l'Entente, vers un conflit à grande échelle. Le problème est qu'en juillet 1914, l'Empire ottoman n'était pas du tout membre de ces 2 groupes. Elle n'a pas conclu d'alliance avec l'Allemagne, le chef des puissances alliées, ni avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie, l'épine dorsale de l'Entente. Alors pourquoi l'Empire ottoman s'est-il activement joint à la Première Guerre mondiale? Pour clarifier cette question, il faut d'abord examiner l'influence de l'Empire ottoman sur la scène internationale. Sa force militaire a longtemps été criblée de lacunes et a une valeur limitée, mais sa situation géographique est très importante. L'accès à la mer Noire et à la côte orientale de la Méditerranée était contrôlé par l'Empire ottoman. Elle possède un grand nombre de ports sur les côtes du Golfe Persique et de la mer Rouge. En d'autres termes, même si l'Empire ottoman n'avait aucune influence sur l'Europe occidentale, il constituait un pôle stratégique important en Europe du Sud et au Moyen-Orient. En outre, le sultan de l'Empire ottoman était également le chef suprême des musulmans du monde entier. Le sultan porte un titre appelé « calife » qui signifie « successeur ». Elle hérite du statut de Mahomet, le fondateur de l'islam, et peut théoriquement donner des ordres à tous les musulmans.
Les puissances européennes appréciaient également l'attrait du califat. C'est précisément parce que l'Empire ottoman possédait ses atouts immatériels, même s'il était pauvre et faible, qu'à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il était capable d'exploiter les deux côtés des deux principaux groupes militaires d'Europe. L'Allemagne a pris les devants et a repris le projet de modernisation de l'armée ottomane. Les Britanniques ne sont pas en reste, ils participent à l'innovation matérielle de la marine ottomane et vendent deux nouveaux cuirassés aux Turcs. Bien que fin juillet 1914, l'amirauté britannique ait réquisitionné les deux navires de guerre au motif de « guerre imminente », elle accepta de payer un loyer à l'Empire ottoman. Il semble que les Turcs n'aient pas besoin de choisir leur camp entre les deux camps. Cependant, le baron Wagenem, ambassadeur d'Allemagne en Turquie, est un stratège réfléchi. Il a déclaré au gouvernement allemand, parmi les membres alliés, la Russie a la plus grande population mais la force militaire la plus faible. 50% de ses échanges d'import et d'export transitent par le débouché de la mer Noire contrôlée par la Turquie. Si l'Allemagne parvenait à amener les Turcs à ses côtés, elle pourrait isoler complètement la Russie et obtenir un avantage stratégique. C'est pourquoi l'ambassadeur Wagenem voyagea au cours de l'été 1914, rencontrant de hauts responsables jeunes turcs et leur promettant d'énormes prêts et une aide militaire. L'Allemagne a également donné deux de ses nouveaux navires de guerre à l'Empire ottoman pour compenser les pertes subies par les Britanniques. Fin octobre 1914, ces deux navires de guerre entrent dans la mer Noire et bombardent 3 ports russes. En tant qu'allié de la Russie, la Grande-Bretagne ne pouvait que lancer un ultimatum au gouvernement ottoman. Début novembre, la Grande-Bretagne et la Russie déclarent la guerre à l'Empire ottoman. Cette guerre est donc aussi connue sous le nom de « la tragédie provoquée par deux navires de guerre ». La propre déclaration de guerre du sultan ottoman a été publiée le 11 novembre, alors que la guerre en Europe durait depuis plus de 3 mois. Dans la décision de l'Empire ottoman de rejoindre la guerre, la victoire de l'Allemagne a certainement été un aspect, mais la haine des jeunes Turcs envers la Russie a également joué un rôle clé. Depuis le XVIIIe siècle, la Russie tsariste est l'ennemi numéro 1 de l'Empire ottoman. C'est elle qui a le plus profité du déclin de la Turquie et qui revendique le plus directement des territoires. On peut dire que la naissance des jeunes Turcs a elle-même été provoquée par la guerre russo-turque. Il considérait également sa participation à la Première Guerre mondiale comme une opportunité de venger son humiliation passée. Mais au-delà de cela, les objectifs de guerre des Turcs étaient moins clairs. La guerre en Europe occidentale est hors de sa portée et sa propre force nationale constitue également un gros problème. En 1914, l'Empire ottoman comptait une population nominale de 24 millions d'habitants, mais ses ressources financières, ses armes et ses munitions n'étaient suffisantes que pour organiser 4% de la population en armée, soit moins de 40% de celle des pays d'Europe occidentale. Par conséquent, pendant tout le processus de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman n'a lancé que quelques attaques actives, et la plupart du temps il est resté assis et a attendu que ses adversaires attaquent. Le premier à envoyer des troupes pour attaquer l'Empire ottoman fut son ancien allié ami, la Grande-Bretagne. Sur les fronts du sud de l'Europe et du Moyen-Orient, la Grande-Bretagne avait deux objectifs. La première est d'assurer la sécurité des lignes de communication maritime. À cette fin, il est nécessaire d'éliminer la menace que représente l'Empire ottoman sur le canal de Suez et d'occuper Bassora, un port important du Golfe Persique. Cette Bassora appartient aujourd'hui à l'Irak. En outre, le Royaume-Uni envisage également d'ouvrir la ligne de transport de la mer Noire afin de rétablir sa connexion géographique avec la Russie et de soulager la pression sur la Russie. À noter que même si les opérations militaires dont nous parlons se sont déroulées entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, les soldats participant à la guerre n'étaient pas tous britanniques et turcs au sens strict. Les troupes envoyées par les Britanniques à Bassora provenaient principalement de la colonie orientale de l'Inde. Les troupes envoyées pour ouvrir le débouché de la mer Noire comprenaient un grand nombre d'infanterie d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il en allait de même pour les troupes ottomanes en défense, qui comprenaient des Turcs, des Arabes et des Kurdes. On peut dire que c'est précisément en raison de ce caractère mondial que la Première Guerre mondiale peut être qualifiée de guerre mondiale. C'est dommage qu'une main-d'œuvre aussi abondante soit utilisée pour tuer. Il faut dire que les performances défensives de l'Empire ottoman ont été bien plus impressionnantes qu'elles ne l'étaient au cours des décennies précédentes. Sur le front de Bassora, l'armée britannique subit une défaite désastreuse et retarde la reprise d'une offensive à grande échelle jusqu'en 1917. En direction de la mer Noire, la Grande-Bretagne a rassemblé près de 500 000 soldats et une énorme flotte, se préparant à entrer dans l'arrière-pays turc par la mer Égée, puis à traverser la capitale impériale Constantinople et à se diriger directement vers la mer Noire. L'organisateur de cette bataille était Churchill, alors seigneur britannique de l'amirauté. De février 1915 à janvier 1916, les Britanniques passèrent 11 mois complets et payèrent le prix de 300 000 victimes, mais ne parvinrent toujours pas à gagner. Le grand-oncle de Logan, l'auteur de ce livre, est mort dans cette bataille. Churchill fut également contraint de démissionner en raison de l'échec de l'opération de débarquement. Pour vaincre, l'Empire ottoman a également subi plus de 250 000 victimes. Parmi les généraux ottomans qui participèrent à la guerre, il y en avait un nommé Kemal, qui devint plus tard le père de la République turque. Bien que les opérations défensives aient à peine remporté la victoire,
les conflits ethniques dans l'Empire ottoman se sont encore intensifiés pendant la Première Guerre mondiale. Au printemps 1915, Enver, le leader le plus important des jeunes Turcs et ministre de la guerre de l'Empire ottoman, annonça soudain que les colonies arméniennes du pays seraient nettoyées et que tous les Arméniens seraient exécutés ou conduits au camp. Montagne. Cette décision était apparemment due au fait que les Arméniens et la Russie avaient toujours été amis et qu'Enver craignait qu'ils agissent comme des agents internes de l'armée russe. Mais à un niveau plus profond, les élites turques représentées par Enver ont toujours eu peur que l'Empire ne s'effondre sous la pression de la guerre et que les Turcs, qui ont longtemps dominé, subissent la vengeance des minorités ethniques. Par conséquent, il a choisi les Arméniens relativement faibles et a procédé à des massacres dans le style de tuer des poulets pour effrayer les singes, dans l'espoir de provoquer un choc. Le massacre des Arméniens fut aussi brutal que le massacre des Juifs par les nazis. Elle a tué plus d'1 million de civils arméniens en 3 ans, soit plus de la moitié de la population arménienne d'avant-guerre. En raison de cette tragédie, l'Arménie a condamné la Turquie à diverses occasions internationales après son indépendance, et cela s'est poursuivi jusqu'au XXIe siècle. Il s'agit également d'un héritage honteux laissé à l'histoire par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. La troisième partie. Ce qui précède est ce que rapporte ce livre, comment l'Empire ottoman a rejoint la Première Guerre mondiale et sa performance dans la guerre. Mais la guerre est bien plus que des combats et des tueries, elle implique également l'ajustement de l'ordre international et la redistribution des territoires. Rogan, l'auteur de ce livre, estime que l'impact le plus important de la Première Guerre mondiale sur l'Empire ottoman a été la restructuration complète du territoire national du Moyen-Orient. De nombreuses dispositions temporaires prises par les grandes puissances à cette époque ont eu un impact qui se poursuit encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard. Bien entendu, ces arrangements ne se réalisent pas du jour au lendemain et impliquent des aspects à la fois internes et externes. Dehors, fait référence au camp allié. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, même si la Grande-Bretagne, la France et la Russie avaient leurs propres intentions à l'égard de l'Empire ottoman, elles étaient fondamentalement d'accord pour ne pas éliminer ce régime. Avec l'entrée officielle de la Turquie dans la guerre, les trois puissances alliées n'ont plus aucun scrupule et sont déterminées à se partager son territoire. Au printemps 1915, des représentants de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie ont mené une série de communications confirmant qu'une fois l'Empire ottoman vaincu, Constantinople et le détroit des Dardanelles, ligne de démarcation entre l'Asie et l'Europe, seraient cédés à la Russie. En 1916, la Grande-Bretagne et la France ont signé un autre accord secret pour diviser les territoires de l'Empire ottoman dans la péninsule arabique. La France a acquis ce qui allait devenir la Syrie et le Liban, et la Grande-Bretagne l'Irak, la Jordanie, la Palestine et le nord de l'Arabie saoudite. Si vous regardez aujourd'hui une carte du Moyen-Orient, vous constaterez que la frontière entre la Syrie et l'Irak est une ligne droite. Cette frontière nationale a été dessinée au crayon rouge et bleu par des représentants de la Grande-Bretagne et de la France. Quant au territoire restant de l'Empire ottoman, il serait repris par une commission internationale et le pays turc disparaîtrait complètement. Cependant, la réalisation de ce plan ne sera pas seulement déterminée sur le champ de bataille, mais dépendra également de la volonté des Arabes de coopérer. Après avoir entendu cela, vous voudrez peut-être vous demander, les Arabes ne sont-ils pas des sujets de l'Empire ottoman? Leurs opinions sont-elles utiles? C'est vraiment utile. Vous savez, à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, le nombre d'Arabes sous l'Empire ottoman dépassait les 8 millions, ce qui en faisait le deuxième groupe ethnique du pays après les Turcs. Les activités politiques des jeunes Turcs, ainsi que la conscription après le début de la guerre, nécessitaient la coopération des Arabes. Mais à mesure que la politique du gouvernement ottoman favorisait de plus en plus les Turcs, les Arabes commencèrent à se désengager. Le sort des Arméniens les rendait encore plus malheureux. En conséquence, les Arabes ont commencé à essayer de contacter les Alliés et ont demandé, s'ils ripostent, pourront-ils obtenir du soutien? À cette époque, le plus haut dirigeant arabe était un responsable religieux nommé Hussein. Il est un descendant direct de Mahomet, le fondateur de l'islam, et est responsable des mosquées des villes saintes de la Mecque et de Médine. Hussein, qui œuvrait pour restaurer l'indépendance arabe, écrivit au ministère britannique des Affaires étrangères pour demander à la Grande-Bretagne de l'aider. Quant à la Grande-Bretagne, elle avait du mal à disposer de suffisamment de troupes pour continuer à lutter contre l'Empire ottoman. Elle fut donc naturellement ravie de recevoir la lettre de Hussein. Ainsi, en juin 1916, la famille Hussein lança officiellement un soulèvement majeur contre l'Empire ottoman. Aujourd'hui, si vous regardez les drapeaux de nombreux pays arabes, vous trouverez 4 couleurs, rouge, vert, blanc et noir. Ces 4 couleurs sont les drapeaux militaires de l'armée rebelle de Hussein et symbolisent la détermination des Arabes à poursuivre l'indépendance nationale. Ne sous-estimez pas cette armée rebelle arabe. En 2 ans et demi de lutte, ils sont passés à 50 000. En tant qu'alliés importants de l'armée britannique, ils ont remporté de nombreuses batailles contre l'armée ottomane. Damas, l'actuelle capitale de la Syrie, a été prise par les rebelles arabes et l'armée britannique en 1918. L'Empire ottoman lui-même, sous le double coup des Alliés et des Arabes, s'épuise progressivement. En octobre 1918, l'Empire ottoman déclare finalement sa défaite et les dirigeants des jeunes Turcs s'enfuient en Allemagne.
La flotte britannique entre dans la Corne d'Or de Constantinople et le glas de l'Empire sonne. L'histoire ultérieure a prouvé que seuls ceux qui sont assez forts pour se battre peuvent obtenir la précieuse récompense de l'indépendance. Aux négociations de paix qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale, la Russie, qui avait connu la Révolution d'octobre, a refusé de participer, et la Grande-Bretagne et la France sont devenus les maîtres suprêmes. Mais les rebelles arabes n'ont pas abandonné leur lutte, ils ont continué à lancer des guérillas en Syrie, en Jordanie et en Irak, et ont finalement forcé la Grande-Bretagne à accepter, deux fils de la famille Hussein prendraient le contrôle de la Jordanie et de l'Irak. À son tour, la Palestine, qui n'avait aucune activité d'insurrection arabe, est devenue un bastion de colonisation pour les alliés juifs britanniques. De là est né le conflit israélo-palestinien qui a suivi. Quant aux Turcs eux-mêmes, ils sont devenus un leader militaire et politique exceptionnel à Kemal. Kemal a lancé le régime soudanais décadent, formé un gouvernement de la Grande Assemblée nationale et a passé 3 ans à expulser les forces alliées restées sur le territoire turc. En 1923, la nouvelle République de Turquie est officiellement née et l'Empire ottoman entre dans l'histoire. Voilà pour le contenu principal du livre d'Eugène Rogan. En examinant le sort de la fin de l'Empire ottoman, vous constaterez qu'il présente de nombreuses similitudes avec l'histoire moderne de la Chine. Les deux pays ont une longue histoire et un passé glorieux, et tous deux ont connu des troubles et des humiliations dans les temps modernes entourés de grandes puissances. Les faits ont prouvé que, même si les jeunes Turcs ont de bonnes intentions de revitaliser le pays, ils sont incapables d'unir la majorité du peuple et manquent d'une vision internationale sage. Ils espéraient changer leur environnement international en participant à la guerre, mais cela s'est transformé en un pari consistant à surestimer leurs propres capacités, et le mal qu'ils ont causé aux Arméniens a été encore plus odieux. À son tour, le succès de Kemal dans la création d'une nouvelle Turquie réside précisément dans sa capacité à faire face à la réalité et à ne plus être obsédé par la fausse réputation de son ancien empire. C'est ce que fait un véritable grand homme d'État. En outre, l'auteur, le professeur Rogan, nous a dit un jour, lorsque le monde extérieur examine l'histoire du Moyen-Orient, il ne voit souvent que les hauts et les bas des impérialistes européens, mais ignore la résistance active à long terme des populations locales. Les luttes des révolutionnaires arabes à la fin de l'Empire ottoman, même si elles n'ont pas réussi à se débarrasser de l'influence de l'impérialisme, ont également jeté les bases de l'indépendance nationale qui a suivi. Ce type d'autonomie constitue également une pierre angulaire importante permettant à tous les pays en développement tardif d'accéder à l'indépendance et au renouveau. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.